Bienvenue au Café Éthique DE, l'hôpital central DE Yaoundé, le centre pour le développement des bonnes pratiques en santé ET. La chaire d'éthique ET Philosophie du soin vous souhaite leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année. Pour cette édition de janvier 2025, le thème porte sur la nouvelle législation sur la médecine traditionnelle au Cameroun. Considérations éthiques. Ok, bonsoir à tous. Bienvenue. Bonne année et meilleurs vœux aux uns aux autres qui nous retrouvent ce jour pour le premier café éthique de l'année 2025. Nous avons retenu de commencer avec un échange sur les considérations éthiques autour de la nouvelle législation camerounaise sur l'organisation et l'exercice de la médecine traditionnelle. Il s'agit d'une loi qui a été votée et promulguée en décembre 2024. Nous allons, pour ce café éthique, avoir un premier exposé, une lecture de ce décret par un juriste pour nous en présenter l'économie. Ensuite, nous échangerons sur quelques-unes des questions que la lecture de ce texte de loi portant organisation et exercice de la médecine traditionnelle au Cameroun a suscité autour de l'éthique. Donc, nous allons commencer en écoutant le doctorant Belomont Hervé sur sa note de lecture et le commentaire sur la loi portant organisation, exercice et organisation de la médecine traditionnelle au Cameroun. Monsieur Belomont, vous avez la parole. Monsieur le conseiller, quand vous nous avez demandé de préparer ce commentaire, cette lecture commentée de la loi, la question que nous nous sommes posée, était celle de savoir quelle est la lecture, quelle est l'interprétation qu'on peut faire de cette loi. Autrement dit, comment la qualifier, comment la décrire et comment la comprendre dans le paysage au sein duquel elle survient aujourd'hui. En effet, le 23 décembre 2024, l'État du Cameroun s'est doté d'une nouvelle loi dont l'objet indiqué à l'article 1er de la loi est d'encadrer l'exercice et l'organisation de la médecine traditionnelle. Il faut dire que c'est l'aboutissement d'un long processus marqué par des revendications de la part des acteurs du secteur de la médecine traditionnelle qui ont lutté en faveur de sa légalisation, de sa consécration ou de son intégration dans le système de santé de notre pays. De manière générale, la loi dont il est question vient fixer les grandes lignes, de l'exercice et de l'organisation de la médecine traditionnelle dans notre pays. Donc, elle a vocation donc à encadrer l'agir des acteurs de ce secteur dans le but d'éviter certaines dérives. S'il faut faire une présentation sommaire de cette loi, ce que nous pouvons dire, c'est que c'est une loi la loi portant exercice et organisation de la médecine traditionnelle au Cameroun est un texte de loi de 44 articles répartis inégalement dans 7 chapitres. Et parmi ces 7 chapitres, on va constater que 5 d'entre eux, à savoir les chapitres 1er, 2e, 3e, 4e et 6e,
qui sont divisés en 2 sections, tandis que les 2 autres, les chapitres 5 et les chapitres 7 n'en ont pas. Ils ne sont que faits d'articles. Pour comprendre mieux cette loi, on aurait pu faire un commentaire article par article, mais il est préférable pour nous de présenter la loi en allant chapitre par chapitre, parce que une compréhension, un commentaire à partir sur des articles isolés n'aurait pas facilité la compréhension pour tout le monde. Donc les chapitres sont organisés de telle sorte que, en titre, pour faciliter les thématiques ou les grands axes abordés dans cette loi. Dans le premier chapitre, justement, qui traite des dispositions générales, le premier chapitre qui traite des dispositions générales traite de l'objet, mais aussi du champ d'application de la loi. C'est très important pour un texte de commencer par là. Et sans le rappeler, on sait déjà que l'objet de la loi, c'est l'exercice et l'organisation de la médecine traditionnelle. Maintenant, les autres points saillants du premier chapitre, ce sont l'intégration de la loi, de la médecine traditionnelle, autant pour moi, dans le système de santé camerounais. Par cette intégration, ce qu'on peut comprendre, c'est que la médecine traditionnelle fait désormais partie intégrante du système de santé camerounais au même titre que la médecine conventionnelle. Un autre point saillant de ce chapitre, c'est l'aptitude des médecins traditionnels à exercer, et cette loi nous indique que cette aptitude est reconnue non seulement par la communauté de vie de ces tradis praticiens, mais aussi par les autorités compétentes, notamment le ministère de la Santé et d'autres autorités qu'on verra un peu plus tard dans les développements. Un autre point aussi, c'est la classification des tradis praticiens par catégorie. La loi indique clairement les catégories de tradis praticiens qu'elle reconnaît, et elle va même jusqu'à faire une définition de ce à quoi renvoient ces différentes catégories. Maintenant, quand on va au chapitre 2, le chapitre 2 qui traite de l'exercice et des modalités d'application de la loi, on va constater d'abord que c'est le chapitre le plus volumineux de l'article, parce qu'il compte en tout, de la loi, parce qu'il compte en tout 19 articles, et il est reparti sur 5 pages. Ça montre déjà l'importance ou l'emphase que le législateur camerounais met sur l'exercice de la médecine traditionnelle au Cameroun. Et donc ce chapitre est reparti en 2 sections. Dans un premier temps, le chapitre traite des principes, et dans un second, des modalités. Pourquoi des principes? Le législateur veut montrer ici là que pour pouvoir exercer la médecine traditionnelle, il faut se plier au respect d'un certain nombre de principes. Et ces principes sont des principes qui renvoient à l'éthique, mais aussi à la déontologie. Autre principe auquel le législateur fait allusion, il y a la sécurité, il y a l'efficacité, il y a la qualité des prestations. C'est dans cette section, dans cette section du chapitre 2 qu'on peut ressortir les considérations éthiques de la loi portant exercice et organisation de la médecine traditionnelle, en lisant notamment les articles 6, les articles 7, mais également l'article 8 qui est explicite et exigeant sur le respect de l'éthique et de la déontologie par les tradis praticiens. Ce chapitre traite aussi de l'exigence
de conformité aux normes internationales, régionales et nationales. Ça traduit le souci pour le législateur d'arrimer la médecine traditionnelle camerounaise à ces normes-là. Le chapitre aborde aussi la question de la protection du praticien, de l'exercice de la médecine traditionnelle par les étrangers et du lieu d'exercice. On va voir qu'avec cette loi, la médecine traditionnelle ne va pas s'exercer dans la rue, mais dans des centres que le législateur a appelés des centres de médecine traditionnelle, centres de médecine traditionnelle, tel qu'il a indiqué de l'article 17 à l'article 22. Au chapitre 3, qui traite de la collaboration, mais aussi du contrôle de l'exercice de la médecine traditionnelle, on va voir que c'est un chapitre qui aborde aussi une question très importante pour la médecine traditionnelle, parce que ce chapitre met en contact la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle. Et c'est un sujet qui fait débat et qui a déjà commencé à faire couler beaucoup d'encre, parce qu'un de nos membres a publié un article sur l'intégration de la médecine traditionnelle dans le système de santé. On va donc voir que par cette collaboration, les praticiens de la médecine traditionnelle et ceux de la médecine conventionnelle sont désormais invités à collaborer. Ce qui nous attire concernant cette collaboration, c'est que l'article 26 de la loi stipule que lorsque les circonstances, je cite, que lorsque les circonstances l'exigent, le praticien de santé réfère le patient dans la formation de médecine traditionnelle la plus proche. Ce qui retient notre attention ici, c'est que l'inverse n'est pas envisagé, et c'est ce qui peut susciter un questionnement. Pourquoi est-ce que le législateur n'a pas envisagé l'inverse? Est-ce que le législateur voudrait dire que la médecine conventionnelle prime sur la médecine traditionnelle, ce qui, à notre avis, viendrait rompre l'égalité entre ces deux modes de dispensation des soins, ou alors créer une sorte de hiérarchisation. Toujours dans le chapitre 3, le législateur insiste sur le contrôle des centres médicaux traditionnels. Ça montre l'importance, le souci pour le législateur camerounais qu'il a de la sécurité, de l'efficacité et de la qualité des soins prodigués par les praticiens ou qui émanent de la médecine traditionnelle. Arrivé au chapitre 4 de notre loi, on peut constater que c'est une loi qui manifeste son caractère protecteur. Protecteur non pas seulement à l'endroit des praticiens dans l'exercice qu'ils font de la médecine, mais protecteur également à l'égard de la pharmacopée traditionnelle camerounaise et des connaissances tirées de cette pharmacopée. Le chapitre 4 met en exergue son caractère protecteur. Un caractère protecteur à double tranchant. Avec le chapitre 5, le législateur se montre plutôt créateur parce que la loi numéro 2024/018 du 23 décembre 2024 crée ce qu'on appelle l'Ordre national des praticiens de santé du Cameroun. C'est un organe qui va jouer un rôle important, un rôle essentiel dans la promotion, le développement et la garantie de la médecine traditionnelle dans le système qu'est le nôtre. Et cette triple mission de l'Ordre national des praticiens de santé du Cameroun est davantage étayée à l'article 34 de la loi. Dans la suite de la lecture de la loi, on se rend compte que la loi
portant exercice et organisation de la médecine traditionnelle au Cameroun est également une loi répressive et punitive parce qu'elle identifie un certain nombre de comportements qu'elle récrimine, qu'elle constitue en infraction et auxquelles elle applique des sanctions. Les sanctions sont d'ordre administratif, c'est-à-dire que dans ce cas, les sanctions peuvent être prises par l'autorité administrative, notamment le ministère de la Santé, mais les sanctions peuvent également être d'ordre pénal. Et dans ce cas, elles sont prises par le juge. Enfin, la loi dont il est question cet après-midi discute dans son dernier chapitre intitulé « Dispositions diverses, transitoires et finales » de questions d'ordre divers, à savoir notamment la formation continue des membres de l'Ordre national des praticiens et de santé du Cameroun, la mise en place des unités de médecine traditionnelle au sein des formations sanitaires publiques. Vous voyez que là, on revient sur la question de la collaboration entre les deux modes de médecine, entre les deux modes d'accès aux soins et même la question de l'intégration de la médecine traditionnelle. Les dispositions diverses, transitoires et finales traitent aussi de l'incompatibilité de l'exercice de la profession de praticien de santé en clientèle privée et publique. Mais ce qu'il faut aussi retenir de ce 7e et dernier chapitre, c'est qu'il donne un délai de 24 mois aux praticiens pour se conformer aux dispositions prises. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de la loi portant exercice et organisation de la médecine traditionnelle au Cameroun? Ce que nous disons, c'est que rien qu'en observant l'ossature de cette loi, on peut déjà facilement identifier ses caractères les plus expressifs, à savoir que c'est une loi intégrateur parce qu'elle va faire intégrer la médecine traditionnelle dans le système de santé camerounais. C'est une loi de principe, c'est-à-dire une loi qui a un caractère principiel parce qu'elle stipule que pour l'exercice de la médecine traditionnelle, les acteurs doivent être respectueux de la sécurité, de l'efficacité et de la qualité de leurs soins, mais davantage respectueux des principes éthiques et déontologiques qu'un code viendra préciser de manière réglementaire. Le troisième caractère que nous identifions, que nous pouvons attribuer à cette loi, c'est qu'il a un côté collaboratif et contrôleur, parce que la loi vient mettre en collaboration, permettez la répétition, la médecine traditionnelle et la médecine dite conventionnelle, en même temps qu'elle exerce un contrôle sur l'activité des acteurs de la médecine traditionnelle. Le quatrième caractère que nous avons pu identifier, c'est celui de la protection. Et nous l'avons dit, la loi protège non seulement les praticiens, bien que leurs responsabilités civiles et pénales puissent être engagées, la loi leur accorde quand même cette protection dans leur activité, mais elle protège également la pharmacopée traditionnelle du Cameroun, parce que si on la parcourt, on va bien se rendre compte que elle reprime ou elle interdit la cueillette abusive des plantes issues de cette pharmacopée. Un autre caractère de la loi, l'avant-dernier, c'est celui de créateur. La loi met en place l'ordre national des praticiens de santé du Cameroun. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'elle est une loi créatrice.
Et le dernier caractère que nous avons pu identifier, c'est son caractère répresseur. La loi réprime ou punit les comportements qui causent un préjudice à l'activité des tradis praticiens. Voilà ce que nous pouvons dire de cette loi, de sa lecture et ce sur quoi nous voulons davantage, ce que nous voulons davantage mettre en exergue ici, c'est cette hiérarchisation-là qui peut naître entre la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle. Merci. La réunion est finie en ligne. Non, on va recommencer. D'accord, ok. Merci à M. Belomo pour cette présentation. En clair, on a une loi qui non seulement est créatrice, elle est protectrice, elle est répressive, elle est protectrice également. Il y a cette notion qu'il va y avoir un ordre, qu'il va y avoir un code d'éthique et de déontologie. Il y a les questions autour de la collaboration entre la médecine hospitalière à l'occidental et la médecine traditionnelle. Je ne sais pas ce qui est conventionnel dans le contexte africain. Rien que ça, c'est déjà une porte ouverte pour des échanges sur le principe, en termes de principe de respect et de la dignité de chaque culture. Cela pourrait être le cas. Dans la réflexion, nous avons noté qu'il peut y avoir quelques questions éthiques qu'on va jeter comme ça au hasard et qui pourront donner l'occasion à ceux qui sont en ligne et ceux qui sont en salle ici, à la salle Laurence Vert de l'hôpital central. La première question est autour du respect des pratiques et des croyances culturelles. Y a-t-il une hiérarchisation entre la médecine importée et la médecine patrimoniale, comme certains l'appellent? La démarche de consentement éclairé dans la pratique de médecine traditionnelle, où il s'agit d'une pratique de soins souvent à caractère communautaire ou familial, est-ce qu'on peut rester dans la démarche individualiste de la médecine occidentale? En termes de qualité et de sécurité des soins, il y a tout un travail de normalisation et de standardisation qui reste à champ ouvert. Maintenant, la pratique associée à la culture, pour les conditions d'exercice, il y a une dimension de validation communautaire et culturelle. L'une des questions qui peut se poser, c'est quelle est l'échelle de valeur? Quelles sont les échelles de valeur qui seront appliquées? Il y a tout ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle et éventuellement le saccage potentiel lorsque les choses sont standardisées dans le cadre de bénéfices commerciaux ou de l'économie de marché. Les questions autour de l'équité et de la sécurité restent également des aspects ouverts. En termes de responsabilité professionnelle, s'exerce-t-elle à titre individuel ou à titre communautaire, puisqu'il y a un certain nombre de pratiques qui sont des pratiques de groupe. Et maintenant, quant à la confidentialité, à la vie privée, lorsqu'il s'agit de soins adressés ou préparés pour toute une communauté ou une famille, comment cela peut se faire? Voilà quelques-unes des questions qui peuvent se poser avec ces éléments de jugement de valeur entre les croyances des uns et des autres, les pratiques religieuses des uns et des autres, comment avancer. Rien que pour ouvrir les échanges, c'était l'un des premiers commentaires que je voulais faire. Maintenant, s'il y a des questions, s'il y a des suggestions ou s'il y a des commentaires,
la parole va être partagée comme à l'accoutumée. Il y a une nouvelle loi. Elle reconnaît un statut à quelque chose qui est là avant la République et qui doit s'étoffer, se développer avec la République, avec la modernisation, avec la mobilité ou la mondialisation des cultures. Comment les défis seront relevés? Quels sont les enjeux les plus urgents? Quels sont les enjeux à court terme, à moyen terme ou à long terme? Voilà autant de questions qui restent posées. Ceux formés à la médecine occidentale sont-ils disposés à exercer en collaboration avec les acteurs patrimoniaux? Est-il possible pour un médecin formé à la tradition occidentale de se reconnaître également comme doté de propriétés ou de compétences dans la médecine traditionnelle pour une raison ou une autre? Comment cela va se passer dans des hôpitaux? Comme vous pouvez le constater, il y a un certain nombre de questions. Maintenant, la parole est à qui veut la prendre dans la salle ou en ligne. Voilà. Allez-y, Dr Ngono. Merci de me donner la parole. Et avec mon rapport à la médecine traditionnelle date, c'est en 1999, j'ai été détaché à l'INSERM, où j'ai commis quelques articles sur la question de la médecine traditionnelle. Et naturellement, j'avais fait un rapport à partir d'un prisme occidental, jetant un regard sur la médecine traditionnelle. Pour avoir visité d'autres ethos, comme la Chine, c'est que la Chine a une médecine traditionnelle plus que millénaire. Alors, l'une de mes questions, mon questionnement a été de savoir pourquoi est-ce que cette médecine, notre médecine, ou bien dira la médecine traditionnelle africaine, est-elle restée à la traîne? Parce que si on prend la sécurité sociale française, la société rembourse déjà quelques actions de la médecine chinoise. Mais maintenant, par rapport au texte, c'est-à-dire que lorsque je posais justement, le professeur a bien parlé d'une médecine communautaire, je trouvais que la médecine traditionnelle, à l'époque, en 1999, je trouvais qu'elle était holistique, c'est-à-dire qu'elle prenait la personne en charge dans sa globalité, ce que ne fait pas la médecine dite occidentale. Donc, j'avais fait un parallélisme. En fait, c'est ce qu'on m'avait demandé dans mon lieu de service que je devais faire. J'ai donc écrit, je pense que j'ai écrit près d'une dizaine d'articles sur la question. Mais maintenant, si je reviens sur le texte, il y a ce problème je dirais, comment dire là, que c'est la médecine traditionnelle. Il a relevé ça, parce qu'en fait, oui, moi je ne vois pas ça comme une hiérarchisation. La médecine traditionnelle camerounaise a beau être pionnière, a beau être là avant la République. Maintenant que la République se décide de la mettre, de la prendre à bras le corps, je pense qu'il y a d'abord, il y a un besoin de rationalisation de cette médecine. Parce qu'en fait, pour qu'elle existe et pour qu'elle puisse être connue, il faut qu'elle soit rationalisée. C'est-à-dire qu'il y ait des travaux rationnels, déconnectés de l'émotivisme et, d'un nationalisme qui est aujourd'hui, qui est en passe d'être la caractéristique de ce que j'appelle souvent de l'homo Cameroun. C'est-à-dire que dès qu'un Camerounais voit quelque chose qui est ailleurs, il ne prend pas la peine de le dire. Et quand il voit quelque chose qui suscite, même sans avoir encore bien appréhendé l'affaire, il est déjà en mode post-lag. Moi, je pense qu'un des grands défis
à la suite du texte de loi, parce que le texte, tout ce que le doctorant a dit est vraiment brillant, c'est les caractéristiques d'une loi. Elle doit protéger, elle doit être intégrateur, elle doit veiller à un certain nombre. C'est les caractéristiques dont la loi est bonne. Maintenant, il a parlé aussi de cette question de hiérarchisation. Je vais lui dire, en Suisse, c'est la médecine traditionnelle, conventionnelle, qui réfère souvent chez les tradis praticiens. Hervé, en Suisse, c'est dire que en Suisse, qui a une médecine performante, c'est la médecine conventionnelle qui réfère quand il y a quelqu'un de sérieux, parce qu'en fait, je connais une famille camerounaise où une patiente avait été, ils sont d'ailleurs dans le canton de Vaud. Dans le canton de Vaud, on l'a référé chez quelqu'un qui est tradit praticien, dans la médecine conventionnelle. Je vais même dire que plus loin, la médecine suisse est inspirante en ce sens que elle a créé un autre corps de métier, c'est-à-dire des interprètes. Les interprètes selon la langue originelle de la personne malade. C'est-à-dire que si vous êtes Camerounais, et dans une des aires culturelles, d'ailleurs, je veux dire que c'est pendant le séjour en Suisse que j'ai su qu'il n'y a pas de langue bamileke, que c'est des langues et des langues et des langues pendant le séjour. Quand il était question souvent de chercher un interprète, le premier, originaire de l'Ouest qu'on rencontrait, il nous disait non, cette personne est de Baham, moi je ne suis pas Baham, donc je ne peux pas parler, je ne peux rien lui dire. Donc la Suisse est allée jusque-là. Et maintenant, je peux comprendre la hiérarchisation ici au Cameroun, si hiérarchisation il y a. La médecine occidentale, qui s'est camerounisée, est beaucoup plus structurée et je pense que c'est en ce sens qu'elle peut être paradigmatique à la médecine traditionnelle. Mes craintes, quand on parle d'éthique et déontologie, j'éthique toujours. Il y a éthique d'une part et déontologie d'une part. La déontologie étant ici du ressort de la profession. Donc c'est des professionnels qui doivent écrire un code de déontologie qui est spécifique, qui devient contraignant si elle a la chance d'être signée par le chef d'État, qui devient contraignante pour tous les professionnels. L'éthique, quant à elle, reste ouverte. Elle ne s'accommode pas avec les règles. Donc il y a ici cette clarification qu'il faut faire. Elle ne s'accommode pas avec l'encastrement. C'est souvent un code de déontologie et qui est donc spécifique. Et je pense que c'est le challenge qui va arriver à ces professionnels-là. Et puis, comment faire pour sortir cette médecine de l'hubris? J'ai un texte que j'avais commencé à écrire. Je vais bondir sur votre texte. J'espère que vous allez avoir la gentillesse de me l'envoyer, justement pour interroger cette médecine dans son rapport avec l'hubris. L'hubris ici, c'est la démesure qui habite un corps. En fait, ça habite même le corps médical. En fait, dans l'imaginaire, les médecins, jusqu'à une certaine époque, continuent à se prendre pour des dieux. Or, ils ne sont pas des dieux. C'est l'hubris. Et cette hubris est fortement ancrée dans cet univers traditionnel. Comment on va faire pour extirper? Comment on va faire pour que cette médecine arpente les centres de ce que j'appelle la phronésis? La phronésis qui est la sagesse pratique. Comment fera-t-on? Ça veut dire que moi je reste un peu dans le questionnement, tout en étant heureux qu'on ait déjà un cadre parce que je suis essentiellement quelqu'un qui croit en la loi, c'est-à-dire un cadre à ce qui est légal, c'est déjà bien. Mais en fait, comment on va donc organiser ça? Parce que les 24 mois que le législateur donne souvent, c'est vite passé et le législateur n'a rien fait. Je prends par exemple, je m'intéresse aux archives, la loi sur les archives. On a donné 17 mois pour que tout le monde se conforme. D'ailleurs, aucune administration n'a même jamais lu cette loi.
Pourtant, on dit que toutes les administrations camerounaises doivent se conformer. Et il y a même des pénalités. Mais je suis persuadé qu'aucune, je travaille dans un organisme, aucune n'a encore lu cette loi. Il en est de même de la loi de la recherche, sur la recherche, la nouvelle loi, beaucoup plus cette fois-là, la loi de finances, qui a retouché l'univers financier de la recherche. Donc, le texte, il est là, mais il n'y a généralement rien qui est fait pour que le texte prenne corps. C'est pour ça que moi, en fait, je dis toujours que l'école du Cameroun est très fort pour créer des textes, mais il ne croit pas en ces textes. C'est pour ça que, malgré un parcours avec une licence en droit, j'ai toujours dit que je ne crois pas au droit au Cameroun. Parce que et oui, je dis clairement que je ne crois pas en ça. Je l'appelle même machin. Parce que quand je regarde comment ça se passe, je me dis, ce machin, heureusement que je n'ai pas percé, c'est pas là où je me suis spécialisé. On a fait ça dans la jeunesse parce qu'on pensait que on avait beaucoup de choses à faire et on avait emmagasiné un certain nombre de choses. Je veux dire que je respecte la loi, je respecte le travail qui a été fait et je suis dans l'espérance que cette loi ne va pas créer, par exemple, ce qui se fait déjà dans l'ordre des médecins. Combien de médecins sont membres de l'ordre des médecins? Combien de médecins au Cameroun? Au Québec, au Canada, pour pratiquer la médecine, il faut être membre de l'ordre. Vous ne pouvez pas. Ça veut dire que c'est la porte d'entrée pour la pratique de la médecine. Donc, c'est là où on profite pour remettre en question, pour évaluer la formation que vous avez faite dans votre pays, voir des choses, on vous ajoute un certain nombre de choses, et puis il y a un examen qui est un examen capital, où c'est les plus brillants qui réussissent. Combien de médecins font partie de l'ordre des médecins? Est-ce qu'il va en être de même avec cet ordre qui est à venir? Et plus loin, j'ai lu la semaine dernière un journal auquel je suis abonné, Éco Santé. Le président de l'ordre dit que les médecins camerounais sont mal formés. Le président de l'ordre. En fait, si la médecine conventionnelle, c'est lui qui est le patron de cette médecine, en fait, je dirais, je ne sais pas le patron de l'ordre, parce que l'ordre, de partout ailleurs, l'ordre est très puissant. Donc, quand le président de l'ordre prend la parole en France et fait une déclaration pareille, ça doit créer, je sais pas. J'ai discuté avec les journalistes qui m'ont dit qu'ils ont rencontré les doyens des facultés qui leur ont dit de parler d'eux, mais sous anonymat. Donc, quelque chose de dire, donc, cette affaire est vraie. Parce que si la médecine conventionnelle a du mal à prendre, est-ce que vous pensez que est-ce qu'il est possible que la médecine traditionnelle prenne, tout en sachant que ce n'est pas parce qu'on a créé une loi que ça va marcher? Parce que dans tous les domaines du Cameroun, il y a une loi, et dans presque tous les domaines du Cameroun, ça ne marche pas. Ça, en fait, le regard un peu... Mais pour autant, les gens vont toujours me demander pourquoi tu continues à croire au Cameroun. Je continue à croire au Cameroun parce que c'est des humains et que l'humanité est appelée à avancer. Donc, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est une œuvre d'espérance. Donc, c'est bien la loi, mais maintenant, est-ce qu'on va tout faire pour que cette loi prenne? Quand on sait, le professeur Ongolo a là d'ailleurs dit que c'est une médecine qui est anti-république. Donc, est-ce qu'on a même déjà réussi à cartographier tous les gens qui pratiquent cette médecine dans un travail de jeunesse? J'avais essayé déjà de faire une cartographie à partir du Ngangan, le Nganga, le rabouteux, le tradit. J'ai essayé de faire des trucs, mais est-ce qu'on va réussir à le faire afin que cette médecine soit une chance pour nous? Pourquoi? Parce que
les pharmacies, du gazon passent parce qu'il y a un hiatus entre le public et la médecine conventionnelle qui est bien organisée. Parce que moi, en fait, quand je dis à quelqu'un de venir à l'hôpital, il me dit que ça coûte cher. Je lui dis non, ça ne coûte pas cher. Je préfère aller à la pharmacie du truc. Pourtant, ça ne coûte pas cher. Donc, pour moi, en disant que si la réglementation et l'organisation est bien faite, on peut avoir une chance d'avoir une médecine de proximité, une médecine qui accompagne et qui devrait travailler en collaboration avec la médecine conventionnelle. En attendant que les médecins commencent à référer, je pense qu'il faut d'abord faire ce que la loi demande, c'est-à-dire que c'est eux qui, dans un premier temps, doivent référer. C'est des questionnements que j'ai. Je disais d'ailleurs au professeur que je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai assisté à des débats et je ne participe pas souvent à des débats quand je n'ai pas encore lu quelque chose. J'ai donné un peu ce qui m'habite avant d'entrer très prochainement. Comme j'ai dit, je vais faire un article sur cette médecine, la médecine traditionnelle, entre l'hubris et la phronésis, dans les prochains mois. D'accord, merci beaucoup. Les questions, elles sont nombreuses, effectivement. La loi est récente, il y a le cadre réglementaire qui doit se mettre en place. C'est un chantier qui s'ouvre. Et c'est un appel à tous ceux qui ont réfléchi ou qui réfléchissent sur la question pour que nous partagions et que cette pratique, cette bonne pratique ou cet agir juste au sens de justesse devienne une réalité. Il y a des craintes, il y a des interrogations, mais nous devons commencer. Et à force d'échanger, les uns et les autres vont se faire à l'esprit de cette loi et probablement la mettre en pratique. Il y avait une autre suggestion de prise de parole. Merci, professeur, de nous passer la parole. Je voudrais dire encore merci au professeur, le promoteur, avec ses collaborateurs, de cette activité de café éthique. Et je peux dire, un mois après la promulgation de cette loi sur l'exercice et l'organisation de la médecine traditionnelle au Cameroun, que rapidement, vous nous convoquez pour que nous réfléchissions sur cette loi. Ceci étant, il faut dire que c'est une très bonne chose que le Cameroun, à l'instar des autres pays africains, n'est-ce pas, puisse sortir une loi sur l'exercice et l'organisation de la médecine traditionnelle. Nous devons aussi nous rappeler de cette stratégie de l'OMS 2014-2023 sur la stratégie de la médecine traditionnelle en Afrique. Et même cette action de l'Union africaine sur ce sujet. Cela veut dire qu'il y a bien longtemps que ce sujet intéresse ou alors donne l'opportunité à plusieurs institutions de pouvoir y réfléchir. Maintenant, si nous venons sur la médecine traditionnelle, il faut dire qu'elle est pratiquée depuis très longtemps, non pas seulement au Cameroun, non pas seulement en Afrique, mais aussi un peu dans le monde. Et si aujourd'hui, que ce soit l'OMS ou bien d'autres États s'intéressent à ça, c'est parce qu'on voudrait qu'à côté de cette médecine occidentale, je voudrais bien le dire ainsi parce que mon maître professeur, on le disait encore, que quand on dit médecine conventionnelle, c'est par rapport à quelle base ou bien par rapport à quel logiciel. Je suis très d'accord avec lui, parce qu'on peut considérer notre médecine aussi comme la médecine conventionnelle chez nous. Et je suis aussi bien d'accord. Donc, nous voulions en ce moment, par rapport à cette médecine occidentale, par rapport à notre médecine traditionnelle, voir comment nous pouvons faire coexister les deux. C'est-à-dire quoi?
comme le professeur Ngolé disait dans son entame, celui-là qui a été formé à l'occidental, est-ce qu'il y a des éléments sur le plan traditionnel dont il peut avoir besoin pour prendre en charge de façon globale son malade? Tout comme celui-là qui peut-être depuis son enfance ou bien à un moment donné de sa vie a commencé à faire la médecine traditionnelle, est-ce qu'il y a des éléments qui pourront l'aider beaucoup plus en termes de sécurité, en termes de bonnes pratiques par rapport à sa médecine, qui peut puiser, que cette personne peut puiser dans la médecine occidentale? Je pense que c'est là la problématique. Et si nous partons sur ce postulat et revenons sur la loi, il est de bon temps que ça c'est une loi, que les différents acteurs, selon les différents axes, se retrouvent pour que chacun, selon l'axe, puisse donner le point de vue et qu'en fin de compte, nous puissions jumeler et que la médecine en général, on l'appelle la médecine intégrative, n'est-ce pas, qui va tenir compte de tous les aspects de l'être humain, puisque c'est de l'être humain que nous parlons, que la médecine intégrale puisse être effective. Voilà pour mon intervention. Merci. Merci beaucoup. Nous avons cette perspective-là d'un clinicien chevronné. Nous avons une présentation d'un acteur qui était au cœur de la préparation et de l'aboutissement de cette loi, parce qu'il y a un réseau des parlementaires qui soutient la médecine traditionnelle. Il va nous présenter son expérience, n'est-ce pas, et ses questionnements. Une fois que la technologie nous permet d'avancer, vous pouvez vous rapprocher. Si la technologie n'avance pas, il va... Bonsoir, professeur Ongolo. Je suis toujours là, en train d'attendre. Oui, nous avons professeur Ngonombala qui voudrait intervenir en ligne. Allez-y, madame le professeur, le temps que la technologie ici soit calée pour l'exposé que nous avons ici du représentant du réseau des parlementaires en faveur de la médecine traditionnelle. Nous vous écoutons, madame le professeur. Merci beaucoup pour cette opportunité. C'est vrai que je suis, comme je vous ai dit, à Amsterdam. Donc, je vous remercie de m'avoir envoyé ce lien. Je voudrais déjà féliciter encore une fois cette initiative et féliciter ce jeune qui a fait une lecture objective de notre texte de loi. Remercier le jeune clinicien qui vient tout à l'heure quand même de répondre à beaucoup de questionnements que notre premier orateur a donné en disant que le Cameroun n'invente pas un texte, c'est un texte qui est conforme à la vision que les pays d'Afrique qui sont propriétaires en termes de savoir traditionnel de la médecine traditionnelle africaine. Et que parler de cette médecine traditionnelle africaine, par exemple vis-à-vis de la médecine chinoise, c'est un peu une erreur dans ce sens que la médecine chinoise, la médecine traditionnelle chinoise est une médecine déjà codifiée et elle est une médecine alternative déjà, alors que la médecine traditionnelle africaine, donc camerounaise, n'est pas codifiée et elle est complémentaire. Donc, il faut qu'on parte au départ de cette définition, que la médecine traditionnelle camerounaise africaine est une médecine complémentaire de la médecine allopathique ou conventionnelle ou moderne. C'est pour ça donc que la première validation communautaire du tradit praticien de santé vient de la reconnaissance par la communauté. Parce que nous autres qui avons un certain âge, ce sont les thérapeutes qui nous ont soignés quand on était petits.
Il n'y avait pas de pédiatres, par exemple. Hein? Donc, validation communautaire parce que ça reste le savoir traditionnel de nos peuples, c'est notre patrimoine thérapeutique. Bon, maintenant, toutes les questions qui ont été posées par notre premier orateur sur la problématique de médecine conventionnelle, moderne, avec médecine traditionnelle, c'est-à-dire la validation thérapeutique ou ethnothérapeutique de la sécurité et de l'efficacité, c'est le médecin moderne qui va le faire à travers ce qu'on appelle dans l'évidence ethno-médicale. Pourquoi? Parce que le thérapeute a ses techniques traditionnelles pour reconnaître, par exemple, un diabétique, si je peux me permettre ce terme. Alors que la médecine moderne a aussi sa biologie. Donc, un praticien ne doit pas finir les analyses biologiques. Donc, c'est le médecin du district, de la zone d'intervention du thérapeute, qui va faire cette évidence ethnomédicale parce qu'il vérifiera donc que le patient va mieux. Et il y aura des textes d'ailleurs qui vont expliquer tout ça. Et naturellement, la confidentialité. Concernant la protection des savoirs traditionnels, il y a un texte qui a été ratifié entre l'OMS, l'OAPI et les pays dans les années 2004 sur la protection de ces savoirs qui ont d'ailleurs été intégrés dans notre accord de Bangui. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a 2 ou 3 semaines, il y a eu un grand forum à Yaoundé sur la protection des ressources génétiques. Donc, le Cameroun a déjà ratifié la plupart de ces textes pour protéger les savoirs traditionnels. Le dernier point, c'est le point relatif à l'ordre des praticiens. Bon, c'est dommage parce que l'équipe des experts nationaux qui a participé à ce texte avait pensé au Conseil national des praticiens du Cameroun parce que penser que des juristes vont condamner des thérapeutes qui se seront mal comportés, c'est quand même un peu dangereux dans ce sens que les thérapeutes sont des sorciers souvent. Quand on définit la médecine traditionnelle, on parle de pratiques spirituelles, on parle de pratiques manuelles, on parle de pratiques physiques. Donc, pour nous, on estimait que c'était les thérapeutes eux-mêmes au sein du Conseil national qui devaient juger les autres thérapeutes. Mais quand nous lisons dans les détails, l'ordre des praticiens, en fait, il joue le rôle d'un côté de la tutelle santé pour le contrôle de l'exercice, des chercheurs pour la valorisation, n'est-ce pas, et la promotion et le développement, et des juges donc par rapport à la garantie. Donc, nous on espère que lorsqu'on va sortir les textes d'application relatifs, on va quand même faire attention parce qu'il ne faudrait pas qu'un juge se retrouve à avoir des problèmes à cause de ce qu'il a condamné un praticien. Je pense que c'est tout ce que moi je voulais ajouter ici par rapport à cette question éthique que vous avez posée. Il y aura des textes d'application qui ne seront pas une invention des Camerounais, mais qui vont coller avec toute l'information que nous avons, puisque nous avons tous participé à l'élaboration de la stratégie pharmaceutique de développement de la médecine traditionnelle de l'OMS, qui court encore actuellement. Donc, je voudrais rassurer les uns et les autres que si on parle de référence contre référence, c'est-à-dire que c'est le médecin qui réfère, mais attention, le code de déontologie va aussi définir les relations entre praticiens entre eux, entre praticiens et médecins, et entre praticiens et l'administration de la santé. Et dans ces rapports, toutes les dispositions qui doivent servir de mieux suivre l'exercice et de mieux contrôler cette médecine vont être partie prenante, puisqu'il y a un code modèle de déontologie en la matière. Voilà ce que moi je voulais rapidement dire, et en espérant que pour ceux qui auront d'autres questions, je vais rester disponible parce que bon, je suis obligée de partir là. Je suis dans une salle qu'ils vont fermer
pour entrer à l'hôtel. Merci beaucoup, professeur, pour cette intervention. Merci d'avoir pris le temps en extra après votre journée de travail là où vous vous trouvez. Merci pour ces clarifications. Nous allons avoir une présentation qui nous vient du Parlement. C'est l'honorable Menge Moujoui qui a délégué un de ses représentants pour nous apporter quelques éclaircissements sur l'esprit de cette loi. Tout à fait. Donc, nous vous passons la parole pour votre exposé sur comment comprendre cette loi 2024-018. Vous avez la parole. Déjà, c'est Dr Tempa Groupé, c'est secrétaire exécutif du réseau parlementaire pour la santé sous la coordination de l'honorable Menge Moujoui, qui est le président. Nous saluons cette loi qui vient à point nommé au Cameroun sur l'organisation des familles traditionnelles. Je pense que c'est une aubaine. Depuis près de 20 ans, les acteurs y travaillent et même si ce n'est peut-être pas parfait, vu les remarques du professeur, je pense qu'on a quand même juste la main et que progressivement, on peut accompagner, on peut améliorer. Donc déjà aussi l'innovation, le thème que nous avons préparé, c'est comprendre la loi numéro 2024-018 portant sur la médecine traditionnelle Cameroun, enjeux, innovation et perspective. Donc, nous allons ici explorer les enjeux, les perspectives et son rôle dans la médecine traditionnelle camerounaise. Donc, cette loi. Donc, la médecine traditionnelle joue un rôle crucial au Cameroun, avec près de 80% de la population. Il y a un recours. Dans la loi numéro 2024-018 vise à structurer, valoriser et protéger cette pratique tout en favorisant son intégration dans le système national de santé. Il faudrait donc dire qu'avec la loi aujourd'hui, je pense que la médecine traditionnelle est autorisée à être exercée dans les services de santé nationaux, que ce soit dans les hôpitaux, les services de santé. Normalement, il faut avoir désormais des départements entiers dans la médecine traditionnelle qui travaillent en collaboration. C'est l'innovation que nous avons dans cette loi. Je pense que les directeurs des hôpitaux, ils sont conviés. Il faut que cela soit appliqué, puisque c'est ça qui a été défini dans la loi. Dans le contexte de la médecine traditionnelle, donc pratiquée par des guérisseurs avec des connaissances transmises oralement, pour la plupart, raison de son utilisation, accessibilité, coût bas et efficacité aussi. Les défis que nous avions, c'était cette absence de réglementation, le charlatanisme et la compétition avec la médecine moderne. Parce que il faudrait dire que je parle de compétition, pourquoi? Parce qu'il y a d'un pan le médecin conventionnel qui estime que c'est lui le scientifique qui a la science infuse. Et l'acteur de la médecine qui aussi dit qu'il a quelque chose à apporter. Donc, très souvent, le médecin traditionnel est relevé au deuxième plan. Pourquoi? Parce qu'on suppose qu'il n'a pas eu un cursus académique dans ce sens. On ne comprend pas parfois les mélanges qu'il utilise pour soigner les patients. C'est même quelle cause. Il y a un manque de standardisation de ces traitements-là. D'où il y a cette méfiance. Je pense que j'ai également rédigé un projet qui va aller dans le sens des centres d'immersion, que les deux médecines puissent se comprendre mieux, puisque, comme l'a dit le docteur, la médecine traditionnelle a cette approche holistique que la médecine traditionnelle n'a pas toujours. Quand je parle de médecine holistique, c'est dit, je prends l'exemple, lorsque le thérapeute a affaire à un patient, parfois on peut avoir plutôt un cas où la maladie a une cause ancestrale. Ça veut dire par exemple, il a peut-être insulté un ancêtre, il a insulté un chef, il a insulté un aîné, et il commence à avoir des manifestations physiques. Or,
on est tous d'accord que même s'il prend autant de médicaments qu'on connaît, s'il ne va pas à la source de sa pathologie, il ne pourrait pas avoir la guérison. Je pense que le praticien également va évaluer l'environnement même du patient en question. D'où, avec cette collaboration, je pense qu'on pourra donc essayer de traiter le patient dans sa globalité. Je pense sur cet aspect-là que moi je salue quand même dans cette collaboration, qui peut-être n'est pas peut-être codifiable bien sûr, mais qui est quand même un plus parce qu'on est quand même tous d'accord que la médecine traditionnelle également reconnaît cet aspect spirituel. On parle de tradit ancestralité, tradit spirituel, c'est reconnu. Même si pour moi, mon point avec ça, c'est que ce n'est pas codifiable. Il faudrait que le tradit praticien puisse, sous honneur et vérité, dire que voilà, j'enlève plein de leçons et que ce soit vraiment réel. Ou tout au moins, comme on l'a dit, dans la communauté, quand on le reconnaisse comme étant celui-là qui retire les leçons et autres choses. Donc, ta communauté doit te reconnaître, le chef de ta ville doit te reconnaître, le chef du village doit te reconnaître. Donc, l'importance de la régulation, déjà, il s'agit ici de garantir la sécurité des patients. C'est pour ça qu'il faut une réglementation, il faut une loi. Il faut s'assurer également de la sécurité de ce qui est donné aux patients comme produit, comme potion. Il faut préserver également ces savoirs traditionnels. Pour ça, on a parlé tout à l'heure avec le protocole de Nagoya. Ils ont eu une conférence dernièrement au musée national par rapport à ce protocole-là qui garantit au moins le partage équitable des dividendes qui proviennent de ces ressources génétiques. Donc, un chercheur ne va pas venir exploiter les ressources traditionnelles sans toutefois se rassurer qu'ils bénéficient au moins à long terme de cette recherche-là, ou bien des fruits, de la matière première qui est souvent stockée au niveau du tradit praticien. Donc, d'où encore aujourd'hui, on encourage également les acteurs à avoir cette protection avec loi pays, la protection de leur savoir, la protection de leur recherche, pour bénéficier à long terme des résultats des fruits de leur recherche également. Donc, l'importance de la régulation ici va donc permettre de préserver les savoirs traditionnels, de protéger les ressources naturelles, bien évidemment. Encourager également cela dans le système national de santé. Donc, présentation de la loi. Donc, ces différents objectifs qui ont meublé cette loi, moi j'avais 3 principaux objectifs. Encadrer l'exercice pour assurer la sécurité et la qualité, valoriser les savoirs et prévenir l'exploitation abusive, promouvoir la collaboration entre médecine moderne et médecine traditionnelle. Donc dans la loi, c'est bien situé dans les articles. Donc, en ce qui concerne les normes éthiques et déontologiques, le minimum pour le tradit pratique, c'était au moins de maintenir l'hygiène des locaux, donc l'hygiène du centre de médecine traditionnelle, respecter le secret professionnel, collaborer avec les professionnels de santé modernes. Je pense que nous avons proposé un peu de déontologie. Je pense que c'est là dans ma fiche. J'ai la rencontre de là-dessus. Peut-être ça, c'est une proposition, ça va être avec les différents sectoriels. Mais je pense que la collaboration est très importante. Ce n'est pas seulement la collaboration avec les professionnels de santé modernes, mais c'est avec les collaborateurs aussi. Ça veut dire que l'acteur, s'il sent que je ne suis pas capable de traiter telle pathologie, il peut le référer à un confrère. Chaque acteur doit connaître ses limites. Voilà. S'abstenir de pratiques immorales. Donc, bien évidemment, il est également déconseillé justement cette intimité avec l'acteur et le patient. Donc, les relations strictement professionnelles. Quand je parle de strictement professionnel, je prends l'exemple de ceux-là qui font des massages. Donc, le massage, par exemple, avec les parties intimes de la personne. La personne ne doit pas être touchée. Ça doit être vraiment, ça doit respecter un cadre. La personne doit connaître des violences pareilles et c'est sanctionné par la loi. Donc, en jeu, la médecine traditionnelle au Cameroun, avec le projet de loi,
Donc, importance culturelle et sociale. Dans la médecine traditionnelle, est un héritage immatériel. Donc, il y a cet héritage immatériel, une cohésion communautaire avec cette loi. Les défis majeurs que nous rencontrons, c'est quoi? C'est le manque de standardisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau de la santé, on a eu par exemple la COVID-19, de nombreux médicaments qui ont été mis sur pied, qui ont été montrés. Mais après, qu'est-ce qu'ils en ont? Maintenant, pour ceux qui disent qu'ils soignent le palu, ils soignent de la fièvre typhoïde, on voudra avoir une façon de faire. C'est-à-dire qu'on veut ressentir quels sont les médicaments qui existent en matière de palu. Il faut qu'on ait la santé pour ressentir ces médicaments. Il faut qu'on ait une façon de ordonner. C'est-à-dire qu'on a peut-être le principe patient, peut-être Jacques, qui fait sa potion avec les feuilles de papayer, il fait ses feuilles de palu. L'autre va prendre la même feuille de papayer, il va faire comme ça, il va faire le palu. Mais parfois, on va remarquer que ce ne sont pas les mêmes ingrédients forcément, ce ne sont pas les mêmes mélanges, et parfois on n'a même pas les mêmes actions. Donc il faut qu'on ait une standardisation des méthodes de préparation de tous ces phytomédicaments. Il faut encore même davantage former les acteurs aussi et centraliser aussi les pratiques. C'est-à-dire qu'on doit avoir de manière officielle, c'est-à-dire recenser les progrès qu'on a eu sur les médicaments antibiotiques, antibactériens, ceux qui ont été homologués. Et déjà là, cela peut être intégré dans les pavillons de médecine, dans les hôpitaux par exemple. À défaut de ceux qui vont ouvrir les centres de médecine privée. Donc, sur l'exploitation des ressources, vous voyez, si aujourd'hui, par exemple, on a demain, on sait que la démise est revenue pour soigner le paludisme. Il faudrait aussi avoir cette garantie de la disponibilité de la matière première. Donc, du coup, il faudra qu'on pérennise également l'espace vert qui va abriter cette plante de message qui va nous servir pour la production des médicaments. Donc, la reconnaissance illimitée également des acteurs de la médecine traditionnelle, c'est également un défi. Donc, quelles sont les innovations que ce projet de loi a apporté? Donc, il y a vraiment cette intégration dans le système de santé avec la création des centres au sein des hôpitaux, qui bien évidemment le tourisme, bien sûr. Il y a également ce côté de recherche scientifique où il y aura cette validation des remèdes traditionnels comme par exemple la Témisia. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans la recherche scientifique, il y a plusieurs formations qui sont offertes aux acteurs de la recherche scientifique pour renforcer leur capacité dans le domaine de la pratique de la médecine traditionnelle. Ou tout au moins, les aider, les accompagner, le minimum. C'est-à-dire qu'on peut pas que le travail passe au moins de la phytochimie, son médicament, les tests d'oxyté de base, la dysstatosité aiguë, et pourquoi pas qu'il puisse aller plus loin avec une laxivité de son produit. Les chercheurs sont disposés à les accompagner. Et encore plus loin, l'homologation. Donc, protection de la biodiversité avec la cueillette durable et la culture des plantes médicinales. Donc, perspective d'avenir, il faudra renforcer le cadre réglementaire par des mécanismes de contrôle et de sanctions en cas de violation. Je pense que le frère là, je l'ai suivi en ligne quand j'arrivais. Il a présenté les différents aspects où il y a beaucoup d'articles qui spécifient cela dans la loi. Donc, le législateur doit s'assurer justement qu'il n'y ait pas de déviance dans la pratique, que l'acteur au moins reconnu par le de la santé, il est intégré au sein d'une association, il est reconnu par le chef de la localité, son centre de l'autorisation, et les autres en privé, son centre a une autorisation d'exercice de la santé. Maintenant, si c'est là le je pense à trouver les étudiants de l'université de Global qui sont en connaissance traditionnelle. Je pense qu'on va les acquérir dans les études très prochainement. Peut-être qu'on va passer encore un système, on va lancer un concours. On ne sait pas comment on va cartographier ça, mais c'est simple comme les autres professions. Mais je pense qu'on va vraiment bien réfléchir comment est-ce qu'on peut intégrer cette médecine dans les hôpitaux. Je pense ensemble avec les directeurs, on va pouvoir voir
comment est-ce qu'on va vraiment pouvoir le faire? Il faut davantage continuer à sensibiliser la population et les éduquer sur cette médecine traditionnelle. Donc, il faut également intégrer davantage. Je pense à peut-être tout faire, mais on peut davantage encore le faire, on peut faire plus. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de renforcer les capacités des acteurs. Je pense en Chine, nous avons l'agriculture par an qui est pendant 7 ans. Nous faisons pendant 7 ans pour faire l'agriculture. Donc, on peut également inciter les jeunes à suivre cette voie et de manière bien structurée. Je pense que nous avons la collaboration avec les instituts de bail déjà qui sont dépassés aussi dans ce sens-là. Et je pense que nous sommes ils sont vraiment très hiérarchisés là-bas de l'Europe. Donc, le ministre en charge de production libérale pour la naturopathie est impliqué. Dans les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, Burkina, le président de la République a inauguré un centre officiel de médecine qui a été créé. On peut également faire de même. Donc, je pense également, au niveau de la faculté de médecine, ce qu'on propose, à part ce qui font sciences pharmaceutiques, pharmacie, médecine générale, on peut introduire ce parcours de médecine traditionnelle. C'est faisable. Donc, il faut également des partenariats internationaux. Il faut savoir ce qui est fait ailleurs. J'ai d'ailleurs écrit ce livre Soutenir la médecine traditionnelle en Afrique, quelle est l'alimentation. Je pense que là-dedans également, on a beaucoup, que ce soit en Chine, dans les pays voisins, on a vraiment une expérience très enrichie de la médecine traditionnelle. Et avec ces partenariats, on peut vraiment savoir ce qu'on peut adapter dans notre pays. Collaboration avec des pays, voilà, les pays voisins, comme l'Inde et la Chine, j'en parle dans le document. En ce qui concerne les partenaires internationaux également, on peut essayer souvent de se vendre aussi. Parce que très souvent, on a ce complexe d'infériorité, on veut croire que le blanc est supérieur ou non. C'est-à-dire qu'on peut également, avec notre système, et voir qu'est-ce qui était homologué, qu'est-ce que nous avons déjà sur la main en termes de ressources, et se vendre également à l'international. Je pense que c'est un luxe déjà pour le Cameroun, mais on doit être un peu plus sérieux dans la chose pour pouvoir également s'imposer même sur le plan international avec ce que nous avons. Et pas seulement avec des consommateurs, bien sûr. Donc, la loi numéro 2024 de repas de visite marque une avancée majeure pour la médecine traditionnelle au Cameroun. Elle favorise sa reconnaissance, son intégration, sa protection, tout en répondant aux besoins de santé publique. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Honorable Gemesuy, Germain, qui est le président de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, merci pour vos questions. Merci beaucoup, docteur, pour cette présentation qui nous permet d'avoir l'esprit qui a prévalu et qui a conduit à cette nouvelle disposition législative qui est effectivement une avancée. Lorsque vous parlez de 20 ans, vous êtes réducteur parce que le débat sur la formalisation est bien plus vieux que cela. Lorsqu'on parlait déjà de la première stratégie sectorielle en 2015, il était déjà question. Et l'organigramme du ministère de la Santé avait tout un service, n'est-ce pas, à la direction de l'organisation des soins et de la technologie sanitaire qui est en charge des prestations socio-sanitaires traditionnelles. Donc, merci beaucoup pour cette économie. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, des suggestions? Le texte vient d'être adopté. Il y a un chantier sur la réglementation. Il est important que les jeunes s'intéressent parce que c'est eux qui devront mettre en œuvre, qui devront essentiellement informer un certain nombre de questions pour mieux comprendre quelles sont toutes les dimensions, quelles sont les données probantes ou l'évidence ethnomédicale dont parlait le professeur Ngonomala. Si on doit aller dans les démarches de validation communautaire,
Est-ce qu'il existe déjà des modèles de validation communautaire des pratiques? Est-ce qu'il faut envisager des démarches de validation ethnothérapeutique? Comment renforcer les capacités des acteurs pour pouvoir protéger ces savoirs immatériels? Comment protéger ou développer les ressources génétiques? Il y a autant de champs qui sont aujourd'hui à défricher et à explorer pour que ce jalon de la loi ne reste pas seul, mais qu'il soit le premier jalon vers une nouvelle manière de pratiquer les soins de santé dans notre pays et au-delà. Y a-t-il des commentaires, y a-t-il des questions, des points de clarification pour ceux qui sont en salle ou pour ceux qui sont en ligne? Oui. Vous avez autre chose que vous voulez nous poser? Oui. On va essayer de prendre des questions en ligne pour les clarifications. Après, il y avait une question ici. Merci pour ce choix-ci. Je tiens à saluer déjà cette initiative. La politique sur les enjeux de la médecine, la loi sur la médecine traditionnelle. Déjà, je suis content parce que le fait pour le Cameroun d'avoir déjà une loi sur la médecine traditionnelle montre déjà ici la reconnaissance de cette médecine-là. Déjà, parce que cette médecine, elle est là, elle porte ses fruits et les évidences sont là. Maintenant, j'ai quelques inquiétudes puisqu'il s'agit des enjeux éthiques. Déjà, ma première inquiétude, c'est parlant de l'autonomie. L'autonomie de cette médecine traditionnelle-là. Puisqu'il s'agit ici d'un système de soins à part. Et lorsqu'on parle de complémentarité avec la médecine moderne, bon, je ne suis pas très à l'aise avec ça. Pourquoi? Parce qu'on parle là de mettre des unités de médecine traditionnelle dans les hôpitaux, alors que la médecine traditionnelle, c'est un système de soins à part entière, avec ses codes et ses pratiques, le professeur Mulumba l'a dit. Parce que la façon, par exemple, dont on va diagnostiquer le diabète à l'hôpital, c'est pas la même façon c'est pas de cette même façon que le praticien va le faire. Donc, le praticien a ses méthodes à part entière de diagnostic et la médecine moderne, bon, la médecine dite conventionnelle a également ses usages. Maintenant, intégrer les services de médecine traditionnelle dans les établissements de santé modernes, bon, là, c'est encore tout un autre chantier. Et moi, je crois qu'à un moment donné, il peut y avoir conflit. L'autre chose également, c'était au niveau de la reconnaissance des praticiens. La reconnaissance, parce qu'à un moment donné, dans la loi, on parle d'avoir une autorisation. L'autorisation du ministère de la Santé, ce qui est bien déjà parce que ça va permettre encore qu'il faudrait recenser. Mais à un moment donné, en lisant, j'ai vu, on parle de délivrance de l'autorisation d'exercice. Mes inquiétudes, c'est un peu ça sera sur quelle base? Parce qu'à un moment donné, on parle de formation. Est-ce que la formation en médecine traditionnelle, elle est autant claire que la formation, par exemple, en médecine moderne? Ça, c'est autant d'inquiétudes. Comment, est-ce que ça ne va pas ouvrir une autre, je ne sais pas, parce que parfois, on met des lois comme ça, mais est-ce que certains ne vont pas profiter de ça pour créer un autre climat où peut-être les vrais praticiens même peut-être n'auront pas accès à cette... Bref, autant d'inquiétudes que j'ai. Donc, il y a ça, il y a la formation relative à la formation, à l'autorisation d'exercice et l'autonomie de cette pratique-là. Donc, c'est autant d'inquiétudes que j'ai. Merci.
Ok, je peux essayer d'apporter quelques éléments de réponse aux inquiétudes sur la base de ce que le docteur qui travaille avec qui est le secteur exécutif du réseau des parlementaires pour la médecine traditionnelle. C'est une démarche qui est engagée depuis longtemps. Il y a eu codification au niveau de l'Organisation mondiale de la santé avec des démarches qui sont claires. Je suis du centre, de la région du centre. Je ne peux pas me revendiquer praticien sans avoir une orientation sur mon ethnie. Et c'est dans mon ethnie, c'est mon chef traditionnel, c'est ma communauté d'origine qui va commencer par dire oui, on sait que Ongolo soigne telle maladie parce que son père soignait ou sa grand-mère, on sait bien que c'est à eux, parce qu'il s'agit bien de savoir culturel. C'est comme jouer le mendiant, on apprend le mendiant auprès de quelqu'un qui connaît le mendiant, ou taper les sani pour le deuil, c'est quelqu'un qui a suivi un parcours de formation. Je ne peux pas m'improviser tapeur de mendiant, et la procédure, je crois qu'elle est claire, qu'il y aura cette démarche-là de « je ne m'auto-proclame pas », ce sont les autres qui me reconnaissent comme étant, et je dois avoir un centre qui a son enracinement culturel, socio-culturel. Ça, c'est le premier élément. Et il y a des procédures qui existent déjà, puisque on a des exemples de centres de médecine traditionnelle créés dans d'autres pays. De la même manière, je vais vous faire peut-être violence, mais dans cet hôpital, il y avait un service de médecine traditionnelle. Pour ceux qui sont suffisamment vieux, il y a un des médecins, nos aînés, qui était chargé de la collaboration avec les praticiens, ou dans certaines circonstances, si un malade était hospitalisé et qu'il disait que je veux que quelqu'un de chez moi vienne me soigner, il fallait qu'il y ait une validation, un entretien pour que ce ne soit pas n'importe qui apporte des médicaments. Et ce service-là était quelque part vers le pavillon présidentiel, sur la gauche là-bas, sur ma gauche, pour ceux qui ne sont pas là, mais ça existait avant. Et il y a une codification. Donc la formation, l'éducation et la validation, c'est à nous de le décider. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il est ceinture noire de karaté tout seul, n'est-ce pas? Ce sont les maîtres qui disent que, ok, celui-là mérite effectivement de porter sa ceinture noire de karaté. Donc il y a une dimension culturelle qu'il est importante de garder à l'esprit. Voilà ce que je peux dire sur les inquiétudes, mais comme toute œuvre humaine, c'est un chantier qui est engagé. Il va bien falloir que les uns et les autres, la loi est là maintenant, elle est la loi, elle a dit, mais comment on fait pour la mettre en œuvre? C'est pour ça que tout à l'heure j'interpellais les jeunes, les moins jeunes, pour que si la volonté du peuple s'est manifestée au niveau du Parlement, comment nous transformons ça en une opportunité et pas en une occasion de détruire le système de santé. Je voulais également rassurer que la collaboration existe déjà avec les praticiens. Il y a des centres de santé dans lesquels il y a des jardins de plantes médicinales avec des monographies, n'est-ce pas? Que si quelqu'un arrive à l'hôpital, vous faites le diagnostic que l'enfant a ceci, si les parents n'ont pas l'argent pour acheter tel ou tel médicament, vous pouvez leur apprendre à faire telle ou telle préparation et ça permet de soigner et de rendre accessible, notamment les plantes médicinales qui sont aujourd'hui assez bien connues. Vous êtes pharmacien, vous avez ces enseignements sur les plantes médicinales, vous avez un enseignement sur la médecine traditionnelle, mais le chantier est là. On ne peut pas, les conflits, on ne pourra pas les éviter parce qu'au final,
il y a des enjeux financiers et il faudra en tenir compte. Mais les points que vous posez, nous les notons. La reconnaissance ne se décrétera pas. Il faudra un moment normaliser. Merci pour ces commentaires. D'autres commentaires? Oui. Par rapport à ça, en fait, j'ai du mal parce que j'ai un collègue qui dit qu'il est sorcier et qui dit aussi qu'il est médecin praticien. Donc, je ne comprends pas très bien comment on peut être sorcier, mais dire aussi qu'on est praticien. Parce qu'un sorcier, c'est quelqu'un qui tue, c'est quelqu'un qui fait mal. J'ai vraiment du mal. Il y a le poison et je ne vais pas vous couper, il y a le poison et l'antipoison dans la hiérarchie. C'est pour ça que tout à l'heure, il y a eu l'évocation sur la tradition spiritualité. C'est une réalité. Et dans le projet de loi, il y a un certain nombre de définitions qui créent une taxonomie de qui sont les praticiens. Donc maintenant, ce qui se passe aujourd'hui sans clarté est ce que la loi veut interrompre. Demain, le collègue en question qui dit qu'on va lui demander où est la preuve. C'est pas seulement le lip service. Il peut avoir sur les plateaux télé, il est sorcier. Oui, bon, il peut pavoiser jusqu'à ce que la loi rentre en vigueur, il devra démontrer, il devra en apporter la preuve. Ça fait partie certaines des justifications de la loi. Parce qu'il y en a un certain nombre qui, effectivement, ont causé beaucoup de malheur en prétendant ce qui ne l'était pas. Voilà. Merci. D'autres questions, d'autres commentaires? Ou le docteur voulait refaire un commentaire? Oui. Si je comprends, vous avez dit, je vais avoir aussi la préoccupation. La loi, en fait, interdit des pratiques immorales. C'est-à-dire que si on est au courant que, par exemple, j'espère que parce qu'on reconnaît la tradition spiritualité, mais de sortir dont il parle, est-ce que ça a une connotation positive ou négative? Si c'est négatif, déjà, il doit être poursuivi par la loi. Parce qu'on autorise, si on est au courant que vous allez chez un tradit ancestraliste pour payer pour des fins mortelles, ce n'est pas autorisé par la loi. On veut des gens qui apportent un service pour apporter une solution, un bien-être à la population. Maintenant, il y a des gens qui ont cette dimension spirituelle pour pouvoir apporter des soins qui ne sont pas toujours codifiables. Mais, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que lorsqu'on le côtoie pour certaines pathologies, après certains rituels, il y a une amélioration. Là, on les classe dans le domaine de la traditionnalité et la ancestralité. Voilà. Maintenant, il faudrait que quand on parle de sorcellerie, ça a quelques connotations. C'est la connotation négative, ce n'est pas autorisé par la loi. Oui. Parce que vous voyez, c'est quel pays là? Je me rappelle, il y a d'après le terme, on va dire ça comme ça, l'école de sorcellerie, je ne sais pas si c'est légal, les pays, mais il y a qui ont été comme ça. Mais si on va dans ce sens-là, on va essayer de comprendre est-ce que c'est la sorcellerie qu'on connaît là, la loi, bien. Donc il faudrait quand même préciser que dans la loi, cette connotation négative, la négative de sorcellerie, ce n'est pas autorisé. Il faut sortir là-dessus. Maintenant, par rapport à la préoccupation des jeunes par les formations, dans le contrat, tout dit, l'acteur qui veut exercer, quand il vient à l'ordre, demander l'autorisation d'exercice, tu es à l'ordre, tu veux demander l'autorisation d'exercice, au moins tu apportes la preuve que dans ta communauté, tu exerces dans ta communauté. Donc, un document qui va être signé par le chef du village, l'autorité compétente de la localité, tout au moins. En ce qui concerne les diplômes, voyez-vous, on est en train de faire des propositions pour davantage impliquer les jeunes dans le domaine, d'où l'importance de la formation. Donc, je pense qu'avec le temps, nos jeunes devront peut-être avoir suivi peut-être un cursus. Maintenant, les anciens qui exercent, qui ont eu des renforcements de capacités, déjà, on n'est même pas tellement exigeant là-dessus, mais au moins, ta communauté doit te reconnaître. En ce qui concerne les hôpitaux, on peut que saluer parce que
cette collaboration. Pourquoi? Parce que, comme je t'avais dit, il faudrait qu'on ait confiance aussi en ce que nous avons. C'est un potentiel économique pour notre pays. Et on doit également laisser le libre choix aux patients de choisir avec quelle médecine il va se soigner. Je pense que c'est légitime pour le patient. Mais je pense également que l'acteur, la médication, a un rôle de sensibilisation aussi. C'est-à-dire que d'éducation. Par exemple, quand on parle peut-être de naturopathie, par exemple, déjà, ce pavillon, également, on doit avoir des gens par exemple, qui va peut-être essayer de rassurer également le patient sur comment il doit peut-être manger, des choses comme ça. Donc, il y a également cet aspect préventif également qui rejoint également ce pan. Je pense pas qu'il y a tout forcément un conflit d'intérêt, mais c'est une collaboration qui, pour ma part, peut être salutaire pour le patient. Mais on doit seulement s'assurer, comme le médecin doit faire un suivi, parce qu'en réalité, il y a également j'ai également fait un travail en ce qui concerne les dosages, les interactions possibles entre les plantes médicinales et les médicaments conventionnels. On se rend bien compte qu'il y a parfois des synergies, mais parfois il y a des antagonismes. Il faudrait qu'il y ait vraiment ce suivi-là. Si par exemple, il doit y avoir cette complémentarité, il doit avoir un suivi médical. Donc, le patient doit dire vraiment qu'est-ce qu'il a pris, qu'est-ce qu'il a envie de prendre. Et on ne doit pas faire des associations n'importe comment. Donc, pour ma part, je pense qu'il faut avoir une franche collaboration pour mieux suivre le patient. Je vais faire. Oui, allez-y. Okay, thank you, Prof, for the honor to talk. I want to thank the government and the parliamentary groups for this law that they have put in place. And as usual, in Cameroon, we have so many laws, but implementation or follow-up is problematic. So it would be good if the parliamentarians can make sure there's serious follow-up on this issue. And the other thing is that putting in place this law is good because we have had so many people who just sit and proclaim themselves to be traditional practitioners. They use various herbs, they use various bark of trees that nobody knows where they are coming from. They don't even know the dose. So all this one will be good that they will regulate the situation. My worry is the level of the classification. How are they going to be classified? Is it going to be maybe the number of patients you have treated or the number of herbs you can use to cure people? How are they going to classify these traditional practitioners so that everybody knows that this is traditional practitioner at this level, another at this level, this one at this level? Thank you. Okay, other questions, other commentary? Yes, take it there. Merci de m'avoir passé la parole. Pour moi, c'est une expérience vécue. Nous sommes quittés d'ici pour aller faire la campagne dans un village de la localité de Seux. Et le constat était plusieurs personnes n'avaient pas une dentition conforme. Et ayant posé des questions, on nous dit qu'il y a une herbe dans la localité. Quand quelqu'un a mal à la dent, on prend, on froisse et puis on met quelques gouttes. Ce que le dentiste, parce qu'à l'époque, on était avec le dentiste, l'effet de ce médicament prenait même les dents qui n'étaient pas malades. Et l'herbe là était tellement efficace, même les petits enfants de 13-14 ans n'avaient plus leurs dents de sagesse dans certains endroits. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que qu'on essaie de voir si on arrive dans ce genre de cas, qu'on essaie de voir quelle quantité, comment délimiter la zone qui fait mal, parce que là-bas de l'autre côté, ce n'était pas facile. Plusieurs personnes n'avaient plus de dentition, donc ils mangeaient et c'était une campagne qui a duré 3 jours. On a même demandé qui fait, le vieux papa qui avait cette herbe, le père là n'était pas sur place. Donc les gens subissaient, mais ils ne savaient pas les interactions, comme vous avez dit, quel est le lien
entre la dent et le produit. Et quand on enlevait même la dent, ça ne faisait pas mal, ce qu'on nous disait. Donc, par rapport à la médecine traditionnelle, c'était ça. Ok, merci beaucoup. Nous allons essayer de résumer nos échanges. Nous avons cette nouvelle loi. Elle a toutes les caractéristiques d'une bonne loi. Elle vise à standardiser, à protéger, à réprimer les abus, mais à protéger aussi et à encourager le développement. Lorsqu'on envisage les probables défis éthiques, le premier est celui de la reconnaissance de qui est compétent pour exercer. Ensuite, le deuxième problème qui se pose est celui de la collaboration avec les autres soignants ou la collaboration entre soignants, ce qui met au cœur de la discussion la question sur l'intégrité des acteurs. Je ne m'auto-proclame pas praticien alors que je ne suis pas bien formé. Je ne soigne pas tout. Je n'utilise pas tout n'importe comment. Et ici, c'est vraiment de revenir à une éthique au sens de l'agir juste sur lequel nous nous battons tous, qu'il s'agisse de la médecine d'importation, de la médecine traditionnelle, qu'elle soit alternative ou complémentaire. Prendre soin de quelqu'un qui est malade exige que je sois intègre, que je sois honnête sur mes compétences, que je sois performant par rapport aux moyens que j'utilise et que je respecte l'homme ou la femme en face de moi en sachant que je lui donne le soin pour lui faire du bien, pas pour dégrader sa santé. Donc la question sur l'intégrité est au cœur. Maintenant, il y a des doutes, des suspicions. Là également, c'est une question éthique. Le respect de l'autre, respecter l'humanité en l'autre, c'est éviter ce regard éventuellement condescendant ou des préjugés sur la supériorité des uns et l'infériorité des autres. C'est également une question éthique qu'il faudra que nous abordions les uns et les autres. Et maintenant, il y a un champ qui reste vierge, qui reste à développer, c'est de s'assurer que dans la diversité qui est celle du Cameroun, les travaux de recherche vont être conduits pour que cette loi devienne effectivement une opportunité de développement, une opportunité de réduction de la dépendance vis-à-vis d'une médecine importée ou également que nous mettions un terme à un certain nombre de dérives que l'on voit dans nos centres urbains où on se réclame médecin traditionnel en oubliant la tradition et parfois on n'a pas d'ancrage socio-culturel mais on veut soigner tout le monde et parfois on fait de la prestidigitation et on peut mettre en danger la vie d'autrui. Donc merci aux uns et aux autres. Nous restons ouverts pour des échanges pour la suite parce qu'il y a des textes d'application qui sont en chantier et les commentaires des uns et des autres vont certainement aider à enrichir ces textes qui doivent permettre de passer de la situation de jungle actuelle à une situation plus ordonnée où l'agir juste pour la quête du bien-être des patients ou de ceux qui souffrent va devenir la nouvelle norme. Merci beaucoup et nous nous donnons rendez-vous le mois prochain sur une autre thématique. Aujourd'hui, nous étions en train d'échanger sur les considérations éthiques autour de la nouvelle loi sur la médecine traditionnelle au Cameroun. Merci. Merci à vous.
vous remercions pour votre attention. Cette production a été réalisée par le Centre pour le développement des bonnes pratiques en santé. Prenez soin de vous et à bientôt.